C'est-à-dire, par exemple, on a parlé de l'immigration. D'un point de vue libéral, il n'y a aucun problème à ce que toutes les cultures se mixent, à ce qu'il y ait une déculturation. Ça ne pose pas de problème. Mais en réalité, les conséquences sont là, on les remarque. On a un certain nombre de phénomènes qui sont liés à cela, comme la violence dans certains quartiers, la diffusion de drogue, parfois des églises clandestines qui posent problème. Et aussi la question qui a été évoquée de progressisme. Moi, je pense que le musulman est par définition progressiste. C'est-à-dire que dans tout ce qui est domaine de l'innovation, que ce soit économique, sociale, politique, etc., le principe c'est que tout est permis, jusqu'à preuve du contraire. Mais est-ce qu'on va aller dans ce progressisme jusqu'à ce que disait Russell, Bertrand Russell bien sûr, que vous connaissez, est-ce qu'il disait il faut détruire la religion. Est-ce qu'on va aller avec le progressisme jusque-là? Et est-ce que tout progressisme est bon? Et là je relève une intervention qui avait attiré mon attention de Ahmed Assid, qui disait qu'effectivement, on pratique de la pression à l'intérieur, mais il nous faut de la pression extérieure. Donc moi, j'aimerais lui poser la question, cette pression extérieure, dans quelle mesure on peut demander de la pression extérieure sur notre pays? Parce que la pression, en général, c'est contre quelque chose. Donc pourquoi demander de la pression extérieure? Quel modèle a-t-on? Vers quel modèle veut-on aller dans un modèle de société, justement, dans lequel il y a ce débat? Pression de l'extérieur. J'ai parlé de la responsabilité des Marocains à, c'est-à-dire consolider leur union nationale, c'est-à-dire le débat interne entre Marocains et Marocains. L'extérieur, c'est autre chose. Mais je crois que le grand capital, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour nous, c'est le débat public et national. Et ce dialogue national, on doit le maintenir parce qu'il y a des forces qui essaient de le casser, des forces de l'intérieur, je ne parle pas de l'extérieur. Et bien entendu, si on arrive à maintenir ce débat entre nous, on pourrait arriver à des conclusions qui sont très intéressantes au profit de notre pays. Tout le monde a la liberté de parler, c'est un aspect de démocratie, que tout le monde s'exprime librement. Mais malheureusement, il s'exprime sans responsabilité. La liberté est liée à la responsabilité. Il y a des limites. On ne peut pas se donner le droit de tout casser parce que je exprime mon opinion. Je peux exprimer mon opinion pour construire quelque chose, mais pas pour détruire ce qu'on a déjà construit. L'interview que M. Assid avait eue dans une radio. On a un principe en islam, c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Nisa ou shaqa'iq rijal. Maintenant, la question, c'est est-ce que cette égalité est totale, est absolue? Bien sûr que non. On a des choses dans la Constitution, dans la loi, qui limitent cette égalité, comme par exemple le congé parental, la pension, nafaqa, al-mut'a, des choses comme ça qui font que de toutes les manières, il n'y a pas une égalité totale. Elle est donc cadrée. Par exemple, on n'a pas à vendre à un musulman de l'alcool. Les musulmans, selon le code des obligations et des contrats, ne peuvent pas faire un prêt à intérêt entre eux. Donc pour être un petit peu clair, il faut se poser la question sur quel référentiel on est quand on a cette demande d'égalité. On a des institutions capitalistes internationales qui veulent plus de production, qui veulent plus de consommation. Et pour eux, le fait de faire sortir la femme sur la sphère publique et professionnelle est nécessaire, comme disait Rockefeller, pour avoir plus de taxes, entre autres, mais aujourd'hui pour avoir plus de crédit, pour avoir plus de consommation, etc. Qu'est-ce que ça nous donne? Eh bien, ça nous donne des taux de divorce qui explosent, et là, ce sont les statistiques qui parlent. On a des taux de célibat qui explosent, on passe de 42% en 2011 à 70% en 2019, 8 millions de célibataires, et en pratique, la femme, en réalité, elle est épuisée, parce qu'elle a beaucoup de pression dans cette égalité. Non seulement elle doit jouer le rôle de l'homme, en plus de cela, elle doit être jolie comme dans les affiches publicitaires, ça doit être une bonne ménagère, ça doit être une très bonne épouse, ça doit être une femme efficace au travail avec le leadership qu'il faut. Donc ça fait qu'en réalité, il y a une explosion interne. Et ça rend beaucoup de tension dans les foyers. C'est pour ça qu'on a une étude de Stevenson de l'Université de Michigan en 2008 qui montre que, avec l'augmentation de l'égalité homme-femme, le bonheur des femmes diminue. C'est-à-dire que les femmes sont de moins en moins heureuses depuis les années 70. Et donc, pour rester dans le cadre des études scientifiques, on se pose la question. Est-ce que cette égalité est réelle d'un point de vue chimique et biologique? Non. Les neurosciences ont montré que les interactions, les hormones qu'on sécrète sont différentes et l'impact des hormones sur le cerveau et même la formation du cerveau est différente. Donc l'homme, par exemple, sécrète 17 fois plus de testostérone. L'hormone du risque, l'hormone du désir, l'hormone de la musculature, ça a des implications. Donc est-ce qu'on veut une égalité absolue? On aura autant de femmes que d'hommes dans les prisons, dans les travaux pénibles, dans les travaux dangereux, dans le crime? Non, on a une réponse du Coran. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما كسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. Donc ليس الذكر كالأنثى, on a deux versets.
Et c'est là où on pose la question, quel est notre référentiel? Qu'est-ce qui va nous cadrer? Est-ce qu'on va être dans les constantes que vous avez mentionnées dans l'article 19 de la Constitution, c'est-à-dire que tous les règlements internationaux, etc., que le Maroc a signés, sont cadrés à la fin par les constantes de la nation? Ou bien on va être dans ce que disait Nietzsche, le prophète de la postmodernité, qui disait il faut une rupture avec les traditions millénaires. Abdallah Laroui le répétait aussi, parce que c'était un grand adepte de Nietzsche, désacralisant, je cite Nietzsche encore, la vertu, la raison, la justice, la pitié. Donc ce qui est bon, c'est ce qui est fort, c'est ce qui est survie. Et là, j'aurais une question, notamment dans le cadre de la modernité, c'est l'une des égalitaristes les plus connues, Simone de Beauvoir, disait « Tant que le mythe de la famille et de la maternité subsiste, la femme ne sera pas libérée ». Est-ce que vous êtes d'accord, par exemple, avec ce genre de propos de Simone de Beauvoir? Je crois qu'il ne faut pas justifier la discrimination. Il ne faut pas faire beaucoup d'efforts pour justifier des idées discriminatoires. L'égalité, aujourd'hui, c'est l'une des valeurs les plus recherchées à travers le monde entier, dans toutes les sociétés. Tout le monde rêve de cette égalité, c'est-à-dire les gens sont contre la discrimination, sont contre être lésés dans leurs droits ou se sentir inférieurs aux autres, que ce soit des hommes ou des femmes. Alors, l'article 19, c'est le fruit de longues années de militantisme et de travail institutionnel. On n'est pas arrivé à l'article 19 comme ça. D'abord, il y a eu 2004. Et le Code de la famille, c'était pour la première fois une grande avancée vers l'égalité des sexes dans notre pays. Et 2004 a facilité, c'est-à-dire la rédaction de l'article 19 en 2011. L'article 19, c'est l'égalité entre les femmes et les hommes dans les droits économiques, sociaux, politiques, culturels et environnementaux. C'est important. Pour nous, c'est un grand acquis. Et la parité également. Bien entendu, la parité, ce n'est pas l'égalité, mais c'est un moyen. Parce que vous avez posé une question intéressante. Est-ce que c'est nécessaire de faire cette parité, de la réaliser? Je crois que oui. Parce que la parité facilite, c'est-à-dire l'évolution de la pensée citoyenne, surtout chez les hommes. Quand on voit des femmes dans un conseil, un grand nombre de femmes, presque 40%, 45%, 50%, ça change un peu les mentalités des hommes, qui sont un peu très archaïques. Je parle du Maroc. Et en même temps, ça permet à la femme de montrer c'est-à-dire ses capacités, sa compétence. Par exemple, si on prend un parti politique et que dans le bureau, il n'y a que des hommes, et dans la commission centrale, il n'y a que des hommes, par exemple, comment est-ce qu'on peut découvrir les grandes compétences de femmes dans ce parti politique? Impossible. Il faut leur donner l'occasion pour qu'ils travaillent au sein du parti, pour qu'ils produisent des idées politiques, pour qu'ils participent au débat, pour qu'ils président des chantiers. Donc la parité elle est importante sur ces deux niveaux. Mais excusez-moi, Ahmed Assid, ce que nous dit docteur Helou, c'est que physiquement, il a parlé de testostérone, il a parlé d'un certain nombre de choses. Physiquement, je vous vois sourire. Pourquoi? Je dis que physiquement, la femme n'est pas l'égale de l'homme. Parce qu'il ne s'agit pas parce qu'il ne s'agit pas du côté physiologique. L'être humain, c'est une raison, c'est une personnalité, c'est aussi des sentiments et c'est aussi une action. D'accord? Donc, aujourd'hui, les filles au baccalauréat ont 67% de résultats. Et 33% pour les garçons. Mais ça disparaît, ça s'évapore entre-temps dans le travail. Absolument, parce qu'on regarde toujours la femme à travers ces clichés, qu'elle n'a pas les muscles de l'homme, qu'elle n'a pas les mêmes... Non, je crois que le concept d'égalité a été, c'est-à-dire pendant les 2 derniers siècles, a été forgé de manière philosophique pour le respect de l'être humain. La femme est un citoyen à part entière. Et on ne peut pas
la sous-estimer sous prétexte qu'il y a un texte religieux ou bien sous prétexte qu'il a un problème. C'est ce qu'il a demandé, on met les références. Ah, ça c'est important. Sur lesquelles on parle. Oui, quelles sont les références? Il a posé une question intéressante. Eh bien, je crois que dans la Constitution, il y a le référentiel. Le Maroc a choisi de ne plus revenir en arrière et de ne pas rester figé dans le moment présent et d'aller vers l'avenir. Mais comment aller vers l'avenir? Bien entendu, en faisant un équilibre entre notre passé et entre notre avenir. Et cet équilibre, c'est avec un référentiel traditionnel ouvert. Et il faut rappeler la lettre adressée à monsieur le chef du gouvernement par le roi Mohamed VI. Et il y a des phrases très, très intéressantes. Il a parlé de prendre en considération l'évolution de la société, la mutation, l'ouverture de la société sur l'extérieur. Oui, sur l'extérieur, les principes religieux, mais aussi de pratiquer ce qu'il a appelé al-ijtihad al-munfatih. Pourquoi il n'a pas dit l'ijtihad? L'ijtihad al-munfatih, ça veut dire l'ijtihad, c'est-à-dire qui s'ouvre sur l'avenir et qui nous permet une relecture du référentiel religieux qui n'est pas, bien entendu, fermé. Le fiqh, c'est pas fermé. Parce qu'il y a des fuqaha qui peuvent trouver des solutions pour la société d'aujourd'hui à partir de ce référentiel religieux, mais en essayant de prendre en considération tous les changements dans la réalité. Parce que finalement, le point, c'est-à-dire la plus grande force devant laquelle on peut pas, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vaincre, c'est la force de la réalité qui nous impose beaucoup de choses. Alors, je crois qu'il y a une différence au niveau de la perception de la réalité entre vous deux, docteur Hlou, quand vous parliez, vous avez parlé aussi des taux, du nombre des divorces. En creux, ce que j'ai compris, si c'est faux, vous me corrigez, ce que j'ai compris, c'est que cette plus grande liberté accordée aux femmes dans le fait, même dans le fait de divorcer, a augmenté le nombre de divorces. Bien. Or, il y a eu un code de la famille en 2004, et puis 20 ans après, on est encore en train d'en faire un autre. Entre-temps, la société a énormément évolué, et entre-temps, il y a beaucoup de migrations, de gens qui sont partis, et de plus en plus féminisés. Quand on va demander aux femmes qui ont quitté, oui, parce que certaines règles, certaines réglementations ne nous arrangent pas. Alors, je vous pose cette question de comment le Maroc peut s'inscrire dans la marche du monde, dans l'évolution du monde, tel que ça a été dit par Sa Majesté, tel que on le constate dans la vie de tous les jours, tout en maintenant sa spécificité culturelle et religieuse. On est bien d'accord sur le fait qu'il faut maintenir ce substrat, ce référentiel, mais il y a quand même des choses qui évoluent. Alors, c'est Aziz, les réformes, on en a eu et on en aura encore. Parce qu'en réalité, on a, dans le cadre de ce qui est dit, des contradictions. Donc en fait, la pratique nous donnera beaucoup de problématiques. J'aimerais juste revenir sur 2 points avant de répondre à votre question, si vous le permettez. Bien sûr. Toute discrimination n'est pas négative. Par exemple, le congé maternité, c'est pas négatif, sauf si vous voulez l'enlever. Donc à partir de là, toute discrimination n'est pas négative. Et quand on dit que... on va pas l'enlever, on va ajouter le congé de paternité. Moi, je dirais pas que les mentalités des hommes sont archaïques, parce que ça nous mettrait sur le dos beaucoup d'hommes très intelligents, très innovants, très utiles à la société. Donc les mentalités, ça c'est quelque chose qui est assez subjectif en termes de jugement, mais la raison par contre c'est quelque chose d'un peu plus objectif. Quand on dit que 66% des filles ont le bac avec des meilleurs résultats, ça c'est une question qui revient beaucoup dans les débats avec les modernistes. En fait, ce qui fait que les filles ont beaucoup plus de bons résultats que les garçons, c'est que les filles sont encore plus dans cette tradition que les garçons. On ne laisse pas la fille sortir le soir faire ce qu'elle veut, on laisse le garçon sortir le soir faire ce qu'il veut. La fille, ça a beaucoup plus que le garçon. Donc on a donné beaucoup plus de liberté, et là, on pourrait dire que c'est une sorte de patriarcat déplacé aux garçons que la fille. Donc le garçon a beaucoup plus de latitude. Excusez-moi, je vous interromps là-dessus. La fille n'a plus besoin de sortir physiquement pour être dehors. Elle a Internet devant elle. Oui, parfois même elle peut faire des choses sur Internet qu'elle ne ferait pas dehors. On est d'accord, mais toute chose égale par ailleurs, quand on a la possibilité de fréquenter d'autres personnes à l'extérieur physiquement, de faire d'autres activités alors qu'on devrait être en train d'étudier, eh bien la probabilité d'échouer est plus grande. Ça, c'est une question de temps. Alors maintenant, pour répondre à votre question qui est très intéressante, le Maroc, est-ce qu'il va s'inscrire dans une marche? Déjà, moi je pose
la question encore dans un cadre de rigueur, est-ce que c'est une marche ou c'est un diktat? C'est-à-dire, et on marche vers quoi? Le progrès, d'une manière générale, est-ce qu'il est toujours bon? Non, on peut avoir un progrès de cellules cancéreuses dans le corps, c'est pas un progrès qui est bon. Donc tout progrès n'est pas bon. Je donne un exemple qui est très révélateur de l'état des sociétés occidentales qui sont souvent apportées comme modèle, le suicide. Le suicide, les taux de suicide les plus élevés dans le monde, ils sont où? Ils sont pas dans les pays musulmans. Ils sont au Japon, ils sont en Corée du Sud, dans les pays scandinaves. Et le meilleur indicateur d'un état de mal-être social, c'est ça. Aux États-Unis, la vente des antidépresseurs a été multipliée par 7 depuis les années 2000. Cela étant, on n'a pas tout à fait les chiffres en Afrique d'une manière générale sur les suicides, parce que ça reste quelque chose qui est... Non, le suicide, c'est quelque chose qui est cadré par la police. Donc, en réalité, ça, c'est quelque chose, on a des rapports, des médecins légistes, etc. Donc, c'est des choses qui sont relativement cadrées. Maintenant, ce XXe siècle, vers lequel on est arrivé, je rappelle que le XXe siècle, c'est le siècle qui a été le plus sanguinaire pour l'histoire de l'humanité. On a eu la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, le plus grand nombre de victimes, et on doit lire pour comprendre un petit peu cette inscription dans le cadre international, elle vient d'où? C'est pas une volonté émancipée. On a des dictates. Je vous encourage à consulter le livre de John Perkins, Confessions of an Economic Hitman, d'un assassin financier. Il montre comment, en collaboration avec les plus grandes puissances et leurs départements d'État étrangers, avec les institutions internationales, on dicte un certain nombre de dictates aux pays qui sont dans une situation un peu plus faible. Et donc, aujourd'hui, la question à se poser, c'est est-ce que les gens, au Maroc, on a un musée national de la résistance. Les gens sont morts. Les gens ont lutté contre le colonialisme, qui avait justement ce genre de projet. Et ils ont sacrifié leur vie, leur avenir, leur famille, etc. Est-ce qu'ils ont fait cela pour qu'on vienne ensuite continuer le projet colonial que lui a porté, ou bien est-ce qu'ils ont fait cela pour, à la fin, après 100 ans, avoir la possibilité de légaliser la prostitution ou le LGBTisme ou des sex shops à chaque coin de rue? Donc c'est quelque chose... Il y a le juste milieu. Une question, il y a le juste milieu. Le juste milieu, on va y venir parce que ça dépend du référentiel. Et justement, on doit sortir de ce référentiel passéiste qui se base sur la modernité. La modernité aujourd'hui est dépassée. C'est un référentiel du XVIIIe siècle. C'est le référentiel passéiste qu'est la modernité. Je vais vous dire pourquoi. Parce que la modernité, c'est un courant philosophique qui est cadré à partir de la fin du XVIIIe siècle et qui s'arrête au XXe siècle. À partir de là, on a d'abord un événement majeur aujourd'hui qui montre que ces messages de la modernité sont des messages creux. Gaza nous montre on a un génocide. Tout ce qui est droits de l'homme, droits humains, droits universels, droits de la femme, droits de l'enfant, les enfants sont déchirés, déchiquetés, les femmes sont déchirées, déchiquetées, et les institutions internationales qui sont censées porter ce message des valeurs des droits de l'homme universels sont incapables de faire quoi que ce soit. Ce n'est pas parce qu'une partie du monde a failli, docteur, que nous allons remettre en cause. C'est pas affailli, c'est que quand il s'agissait de condamner un État, on le soutient militairement et via les avions espions et via un certain nombre de choses. Alors, et aussi, je termine si vous le permettez, on a aussi des exemples de cette modernité où la Suède, par exemple, teste ses avions en pré-vente en Afghanistan, sur les civils. Donc, on doit faire un petit peu d'épistémologie et se poser la question, c'est constante. On va spécifier cette modernité par ces constantes. Est-ce qu'on va rester dans un relativisme matérialiste? Par exemple, aujourd'hui, dans un cadre de société matérialiste, les personnes de troisième âge sont des personnes qui ne produisent plus. On les met dans une sorte de parking, de maison de retraite. Ça, c'est contraire à nos valeurs. Donc, à partir de là, j'aurais une question, c'est justement dans ce cadre-là, c'est que dans l'une de ses interviews bien connues, il disait que on pouvait le considérer comme l'indigne, c'est-à-dire hors de la religion. Mais la question, c'est que dans nos constantes, on a l'islam, l'article 3 de la Constitution, et le malikisme. Est-ce qu'il est d'accord avec ces constantes? Est-ce qu'il est d'accord, par exemple, quand on a une directive qui sort dans les articles de presse, la Banque mondiale recommande au Maroc de faire plus d'égalité. La Banque mondiale demande au Maroc d'intégrer des choses de la théorie du genre. La Banque mondiale qui diffuse dans son site web officiel deux référentiels différents, le fait que les relations sodomites augmentent la croissance. On va le laisser répondre, allez-y. Merci. Alors j'aimerais rebondir sur deux... Il y a eu des questions directes. Oui, deux idées globalement sur le référentiel. Ok, voilà, allons-y. Alors avant le référentiel, j'aimerais rebondir sur deux idées de Selhel. La première, celle de la mentalité masculine. Pour bien clarifier les choses, les hommes marocains croient que leurs privilèges dans le référentiel traditionnel religieux sont des droits, alors que non, ce ne sont pas des droits, ce sont des privilèges. Et ils doivent bien entendu accepter que ces privilèges
ne pourront plus continuer pour les droits des femmes et pour les intérêts des enfants. Voilà. Donc, c'est pourquoi je dis une mentalité archaïque, parce que ils n'acceptent pas, les hommes n'acceptent pas que les femmes aient des droits de citoyenneté parce qu'ils se croient avoir une tutelle sur la femme. Et ça, excusez-moi, ça ne peut pas cette question. Est-ce que vous pensez que le raisonnement développé par Dr Talal El-Hello est archaïque? Quoi? Pardon? Est-ce que vous pensez que le développement... Mais non, je ne parle pas de ces je parle de... Non, je parle de la mentalité masculine. Amitié, hein, mais ça reste quand même un débat. Écoutez, en ce qui concerne les élèves, pourquoi les filles excellent dans l'enseignement? Ce n'est pas pour les raisons citées par Silhelou. La première raison, c'est parce que les filles ont l'obligation d'exceller pour se libérer, pour avoir l'indépendance et l'autonomie économique. Parce que sans cela, il n'y aura pas de dignité pour ces filles. Donc, ils s'accrochent à leurs études pour se libérer. Parce que s'ils restent dans la famille, ils seront mariés avec un homme qui peut ne pas être responsable, qui peut être très violent, et puis ils ne peuvent pas demander le divorce parce qu'ils ne sont pas autonomes. Ils dépendent de nafaqa de l'homme. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils excellent dans les études plus pour garantir un avenir meilleur. Alors, le référentiel de l'État du Maroc, ce n'est pas revenir à le fiqh traditionnel. Il n'existe aucun document qui parle de ça. Donc, il y a le référentiel religieux, il y a les principes religieux, d'accord? Mais comment est-ce qu'on doit lire et comprendre et expliquer et interpréter ces textes religieux? C'est là le travail, le vrai travail. Alors, tout le monde sait qu'il y a une religion. Et moi, en tant que défenseur des droits humains, je dois respecter toutes les religions qui sont au Maroc, parce qu'il n'y a pas que l'islam. Il y a l'islam, plusieurs doctrines, il y a l'islam soufi, il y a l'islam salafi, c'est l'islam des frères musulmans, il y a l'islam populaire des masses populaires, il y a les chiismes, il y a les bahaïs, il y a les chrétiens, il y a les juifs, etc. Moi, je respecte tous ces gens-là, mais je ne permets à aucun d'eux d'essayer d'imposer son mode de vie ou ses choix personnels à tout le monde et rendre sa religion un ordre social. Voilà, c'est là le problème. La religion, elle est là, et les musulmans sont là, mais la société à laquelle les textes religieux ont répondu n'existe plus. Donc, la réalité humaine change, et les textes sont restés là. Comment est-ce que les textes peuvent se mobiliser aussi avec la réalité? C'est à travers la lecture humaine. Donc tout ça, les textes dont on parle, la Constitution, tout ce qui a été soulevé par Silhelou, c'est humain. C'est humain, c'est notre travail. Donc le Maroc a choisi d'aller de l'avant, d'aller vers l'avenir. Il n'a jamais choisi de revenir en arrière. On n'est pas un État religieux. Donc nous avons le référentiel religieux. Et les structures d'un État moderne ont commencé chez nous depuis 1912. Et on est en train d'essayer d'accomplir un peu le processus démocratique et le processus, c'est-à-dire de démocratisation dans notre pays. Donc, le référentiel religieux doit être lu à partir d'une réalité humaine qui change pour pouvoir répondre aux droits des citoyens. Et bien entendu, quand on parle de constante du royaume, c'est la Constitution parle aussi des droits humains comme étant un tout indivisible et tel qu'il est reconnu sur le plan international. Et puis aussi, on parle de la suprématie des droits humains sur les lois nationales. Et les constantes du royaume, parmi ces constantes, il y a la religion musulmane. Mais comment la lire? Est-ce que c'est la religion des salafistes ou bien la religion des ulama marocains qui ont toujours été des gens vigilants, qui ont toujours essayé de... Ça, c'est le cœur du sujet. Ça répond à votre question, Dr Hello? En partie, je pourrais revenir sur ça. Oui, c'est-à-dire qui ont toujours fait cette adaptation des textes avec la réalité. Et les ijtihadat des ulama de Sousse est un modèle.
Moi, j'ai entendu des conservateurs parler pendant les 2 ans de débat sur la Moudouana et dire on refait ceci, on n'accepte pas cela, il y aura la guerre civile si on fait ça, alors que tout ce qu'ils rejettent, il a déjà été accepté par l'ulama de Djessous et par Beno Ardon aussi au nord. Donc, on a des exemples à suivre à l'intérieur. Mais moi, sincèrement, je le dis à Seyl Helou, je préfère qu'on discute de nos problèmes à l'intérieur, sans parler des forces extérieures. Pourquoi? Parce qu'on connaît tous l'Occident, on connaît tous les colons, on connaît tout le passé du colonialisme. Mais il ne faut pas trop axer sur la théorie du complot, parce que ça nous empêche de voir clair à l'intérieur. Il faut absolument essayer d'accomplir notre processus démocratique à l'intérieur, à travers le débat, à travers l'échange. Pourquoi? Pour qu'on soit fort, pour affronter les défis de l'extérieur, pour être un pays solide qui peut résister aux défis de l'extérieur, il faut qu'on soit démocratique. C'est bon, Ahmed Assid, alors, vous voulez réagir à ça rapidement parce qu'il reste 10 minutes, hein, ça passe très vite. Ah, déjà. Oui, donc rapidement, la question c'est, moi ça m'interpelle, les structures de l'État moderne ont commencé en 1912, donc ça consolide ma conviction que cette modernité est importée, est imposée plutôt par le colonialisme, parce qu'en 2012 on a le protectorat. Maintenant, respecter... On a choisi de la garder. Après l'indépendance, on a choisi... C'est là où on dit est-ce qu'on a des dictats financiers internationaux ou pas, parce qu'à partir de là, je pense que je l'ai démontré, mais on va revenir dessus aussi, les mots ont un sens quand on dit la religion. C'est pas parce qu'on a une divergence sur un point secondaire dans la religion que tous les avis se valent. On a des choses qui s'appellent ijma' en islam, on a des choses qui s'appellent ijma' et on a des choses qui sont sujets de divergence. Il n'y a pas de problème, les questions de divergence, elles sont traitées dans un cadre scientifique, pas par vous et moi ou le CAC, elles sont traitées dans un cadre scientifique. C'est-à-dire que quand vous avez besoin d'un médecin, vous allez chez quelqu'un qui a la reconnaissance des pairs. Si vous faites un doctorat, vous voulez publier un article, vous allez chez des professeurs qui ont la reconnaissance des pairs. Quelqu'un qui n'a pas la reconnaissance des pairs n'est pas qualifié pour discuter de ces questions jurisprudentielles. Alors, on continue, on va passer à... Alors, j'aimerais juste clarifier un petit point de 1912. Seyl Helou ne doit pas oublier que c'est le roi, c'est le sultan de Maroc qui a signé le protectorat, et dans le protectorat, il y a la pacification des tribus révoltées par l'armée française, mais il y a aussi l'instauration des institutions modernes au Maroc. Ça veut dire que c'était par une volonté de la monarchie marocaine. Là, ça, et toute la bourgeoisie, toute la bourgeoisie urbaine. C'est important, c'est parce qu'il y a eu une acceptation, et moi c'est ce que je disais en 1980-90, et même maintenant toute la bourgeoisie urbaine était alliée du résident général, du premier résident général, pour moderniser le Maroc. À Fès, à Salé, à Rabat, à Marrakech. D'ailleurs, on le voit même maintenant dans la société actuelle, nous sommes en 2025, la frange, encore une fois conservatrice, est la frange qui a envie de faire... Le musulman est progressiste par essence. Le musulman est progressiste par essence. Ah ben alors on est d'accord. J'aimerais bien le voir, les textes. On va y arriver. Il a parlé tout à l'heure des spécialistes de la chose. Moi, je ne suis pas frais, je ne peux pas faire la fatwa. Mais le Mejlis al-Ilmi al-A'li, il peut la faire. Écoutez, Platon considérait que dans la ville idéale, il n'y a... Platon, Mais on parle des normes et des règles. Après, ça s'applique au sol. Après, le fora, il n'y a pas de problème. Platon considérait que dans sa cité idéale, dans la République, qu'il n'y avait pas d'artistes et de poètes. On n'ira pas jusque-là. Mais la question de l'art, c'est une question qui, justement, implique les éléments du beau et du subjectif. Est-ce que toutes les formes d'art sont acceptables? Est-ce qu'on n'a pas de halal haram dans l'art? Ça n'existe pas. C'est un secteur qui est préservé, privilégié, on peut dire ce qu'on veut. Il y a des artistes qui ont été condamnés par la justice partout dans le monde parce qu'ils ont franchi des limites. Donc il y a des formes d'art qui parlent beaucoup plus aux Marocains que de recevoir une artiste qui vient une chanteuse qui vient d'un autre pays en train de se déhancher son postérieur devant des jeunes hommes de 14 ans qui ont toute la testostérone nécessaire pour comprendre exactement ce qui se passe devant eux. Mais ça, il le voit dans les télés, docteur Helou. Il le voit sur Internet, il le voit partout. Il y a une différence entre quelque chose à laquelle on arrive de manière officieuse et quelque chose à laquelle qu'on organise de manière officieuse. C'est le temps, donc ces jeunes-là ont toute la testostérone nécessaire pour comprendre ce qui se passe devant eux, mais on va leur dire vous allez attendre
attendre 20 ans pour vous marier. Mais pourquoi Parce que l'âge du mariage de l'homme a reculé à 32 ans. Pourquoi laisser un jeune garçon ou une jeune fille décider de ses études? Je veux faire médecine, je veux faire droit, je veux rien faire, je veux faire études ceci ou études cela, mais dans les goûts, on va lui imposer un goût. C'est ça le problème. Non, on n'impose pas les goûts. Le goût, c'est subjectif. On ne peut pas imposer un goût. C'est ça. Regarde pas ça, regarde ça. Personne n'a ni le droit, ni le pouvoir d'imposer les goûts parce que les goûts ne se discutent pas. Comme la croyance et comme la foi religieuse. On n'impose pas une religion aux gens. Comme on n'impose pas le goût. Alors, en ce qui concerne les festivals de la musique... Vous terminez. Mais sachant qu'il reste 7 minutes, je vous le dis. Oui, mais le temps de parole est déséquilibré. Puis il y a le code pénal aussi. Si. Donc du coup, la vraie question, c'est est-ce qu'on a une politique culturelle ou bien on est dans un fascisme déculturant, c'est-à-dire qu'on a une culture universelle qui a été, comme l'a dit le philosophe Marcus de l'école de Francfort, qui a été phagocytée par le capitalisme et qui s'impose. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le critère c'est quoi? Le critère, c'est quoi? C'est la rentabilité.